Il n'est point de touriste digne de ce nom qui ne connaisse les bords de la Seine et qui n'ait remarqué, en allant des ruines de Jumièges aux ruines de Saint-Vendrille, l'étrange petit château féodal du Malaquis, si fièrement campé sur sa roche, en pleine rivière. L'arche d'un pont le relie à la route. La base de ses tourelles sombres se confond avec le granit qui le supporte. Bloc énorme détaché d'on ne sait quelle montagne et jeté là par quelque formidable convulsion. Tout autour, l'eau calme du grand fleuve joue parmi les roseaux et des bergeronnettes tremblent sur la crête humide des cailloux. L'histoire du Malakis est rude comme son nom, revêche comme sa silhouette. Ce ne fut que combats, sièges, assauts, rapines et massacres. Aux veillées du pays de Caux, on évoque en frissonnant les crimes qui s'y commirent. On raconte de mystérieuses légendes. On parle du fameux souterrain qui conduisait jadis à l'abbaye de Jumièges et au manoir d'Agnès Sorel, la belle amie de Charles VII. Dans cet ancien repère de héros et de brigands habite le baron Nathan Cahorn, le baron Satan, comme on l'appelait jadis à la bourse où il s'est enrichi un peu trop brusquement. Les seigneurs du Malakis, ruinés, ont dû lui vendre, pour un morceau de pain, la demeure de leurs ancêtres. Il y a installé ses admirables collections de meubles et de tableaux, de faïences et de bois sculptés. Il y vit seul, avec 3 vieux domestiques. Nul n'y pénètre jamais. Nul n'a jamais contemplé dans le décor de ces salles antiques les 3 Rubens qu'il possède, ses 2 Watteau, sa chaire de Jean Goujon, et tant d'autres merveilles arrachées à coups de billets de banque aux plus riches habitués des ventes publiques. Le baron Satan a peur. Il a peur non point pour lui, mais pour les trésors accumulés avec une passion si tenace et la perspicacité d'un amateur que les plus madrés des marchands ne peuvent se vanter d'avoir induit en erreur. Il les aime, ces bibelots. Il les aime âprement, comme un avare, jalousement, comme un amoureux. Chaque jour, au coucher du soleil, les 4 portes bardées de fer qui commandent les 2 extrémités du pont et l'entrée de la cour d'honneur sont fermées et verrouillées. Au moindre choc, des sonneries électriques vibreraient dans le silence. Du côté de la Seine, rien à craindre. Le roc s'y dresse à pic. Or, un vendredi de septembre, le facteur se présenta comme d'ordinaire à la tête de pont, et selon la règle quotidienne, ce fut le baron qui entrebâilla le lourd battant. Il examina l'homme aussi minutieusement que s'il ne connaissait pas déjà, depuis des années, cette bonne face réjouie et ces yeux narquois de paysan. Et l'homme lui dit en riant : « C'est toujours moi, monsieur le baron. Je ne suis pas un autre qui aurait pris ma blouse et ma casquette. » « Sait-on jamais, murmura Cahorn. Le facteur lui remit une pile de journaux. Puis il ajouta : « Et maintenant, monsieur le baron, il y a du nouveau. » « Du nouveau ? Une lettre ? » Erti or, isolé, sans amis ni personne qui s'intéressât à lui, jamais le baron ne recevait de lettres, et tout de suite, cela lui parut un événement de mauvais augure dont il y avait lieu de s'inquiéter. Quel était ce mystérieux correspondant qui venait le relancer dans sa retraite ? « Il faut signer, monsieur le baron. » Il signa en maugréant. Puis il prit la lettre, attendit que le facteur eût disparu au tournant de la route, et après avoir fait quelques pas de long en large, il s'appuya contre le parapet du pont et déchira l'enveloppe. Elle portait une feuille de papier quadrillée avec cet en-tête manuscrit : « Prison de la Santé, Paris. » Il regarda la signature : « Arsène Lupin. » Stupéfait, il lut : « Monsieur le baron, il y a dans la galerie qui réunit vos 2 salons un tableau de Philippe de Champaigne d'excellente facture et qui me plaît infiniment. Vos Rubens sont aussi de mon goût, ainsi que votre plus petit Watteau. Dans le salon de droite, je note la crédence Louis XIII, les tapisseries de Beauvais, le guéridon Empire signé Jacob et le bahut Renaissance. Dans celui de gauche, toute la vitrine des bijoux et des miniatures. Pour cette fois, je me contenterai de ces objets qui seront, je crois, d'un écoulement facile. Je vous prie donc de les faire emballer convenablement et de les expédier à mon nom, port payé, en gare des Batignolles, avant 8 jours, faute de quoi je ferai procéder moi-même à leur déménagement dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Et comme de juste, je ne me contenterai pas des objets sus-indiqués. Veuillez excuser le petit dérangement que je vous cause et accepter l'expression de mes sentiments de respectueuse considération. Arsène Lupin. S. Surtout ne pas m'envoyer le plus grand des Watteau. Quoique vous l'ayez payé 30 000 francs à l'hôtel des ventes, ce n'est qu'une copie.
l'original ayant été brûlé sous le directoire par Barra un soir d'orgie. Consultez les mémoires inédits de Gara. Je ne tiens pas non plus à la châtelaine Louis XV dont l'authenticité me semble douteuse. C'est vrai, cette lettre s'adversa le baron Cacaorn, je le tout autre elle l'eût déjà considérablement alarmé, mais signée d'Arsène Lupin. Lecteur assidu des journaux, au courant de tout ce qui se passait dans le monde, en fait de vols et de crimes, il n'ignorait rien des exploits de l'infernal cambrioleur. Certes, il savait que Lupin, arrêté en Amérique par son ennemi Ganimard, était bel et bien incarcéré, que l'on instruisait son procès, avec quelle peine. Mais il savait aussi que l'on pouvait s'attendre à toute sa part. D'ailleurs, cette connaissance exacte du château, de la disposition des tableaux et des meubles, était un indice des plus redoutables. Qui l'avait renseigné sur des choses que nul n'avait vues? Le baron leva les yeux et contempla la silhouette farouche du Malakis, son piédestal abrupt, l'eau profonde qui l'entoure, et haussa les épaules. Non, décidément, il n'y avait point de danger. Personne au monde ne pouvait pénétrer jusqu'au sanctuaire inviolable de ses collections. Personne soit, mais Arsène Lupin. Pour Arsène Lupin, est-ce qu'il existe des portes, des ponts-levis, des murailles? À quoi servent les obstacles les mieux imaginés, les précautions les plus habiles, si Arsène Lupin a décidé d'atteindre tel but? Le soir même, il écrivit au procureur de la République à Rouen, il envoyait la lettre de menace et réclamait aide et protection. La réponse ne tarda point. Le nommé Arsène Lupin étant actuellement détenu à la Santé, surveillé de près et dans l'impossibilité d'écrire, la lettre ne pouvait être que l'œuvre d'un mystificateur. Tout le démontrait, la logique et le bon sens comme la réalité des faits. Toutefois, et par excès de prudence, on avait commis un expert à l'examen de l'écriture, et l'expert déclarait que, malgré certaines analogies, cette écriture n'était pas celle du détenu. Malgré certaines analogies, le baron ne retint que ces 3 mots effarants, où il voyait l'aveu d'un doute qui, à lui seul, aurait dû suffire pour que la justice intervînt. Ses craintes s'exaspérèrent. Il ne cessait de relire la lettre. Je ferai procéder moi-même au déménagement, et cette date précise, la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Soupçonneux et taciturne, il n'avait pas osé se confier à ses domestiques, dont le dévouement ne lui paraissait pas à l'abri de toute épreuve. Cependant, pour la première fois depuis des années, il éprouvait le besoin de parler, de prendre conseil. Abandonné par la justice de son pays, il n'espérait plus se défendre avec ses propres ressources, et il fut sur le point d'aller jusqu'à Paris et d'implorer l'assistance de quelque ancien policier. 2 jours s'écoulèrent. Le 3e, en lisant ses journaux, il tressaillit de joie. Le Réveil de Caudebec publiait cet entrefilet. « Nous avons le plaisir de posséder dans nos murs, voilà bientôt 3 semaines, l'inspecteur principal Ganimard, un des vétérans du service de la Sûreté. Monsieur Ganimard, à qui l'arrestation d'Arsène Lupin, sa dernière prouesse, a valu une réputation européenne, se repose de ses longues fatigues en taquinant le goujon et la blette. Ganimard, voilà bien l'auxiliaire que cherchait le baron Cahorn, qui mieux que le retors et patient Ganimard saurait déjouer les projets de Lupin. Le baron n'hésita pas. 6 kilomètres séparent le château de la petite ville de Caudebec. Il les franchit d'un pas allègre, en homme que surexcite l'espoir du salut. Après plusieurs tentatives infructueuses pour connaître l'adresse de l'inspecteur principal, il se dirigea vers les bureaux du Réveil, situés au milieu du quai. Il y trouva le rédacteur de l'entrefilet, qui, s'approchant de la fenêtre, s'écria « Ganimard, mais vous êtes sûr de le rencontrer le long du quai, la ligne à la main. C'est là que nous avons lié connaissance, et que j'ai lu par hasard son nom gravé sur sa canne à pêche. Tenez le petit vieux que l'on aperçoit là-bas sous les arbres de la promenade. En redingote et en chapeau de paille. Justement, un drôle de type, pas causeur et plutôt bourru. 5 minutes après, le baron abordait le célèbre Ganimard, se présentait et tâchait d'entrer en conversation. N'y parvenant point, il aborda franchement la question et exposa son cas. L'autre écouta, immobile, sans perdre de vue le poisson qu'il guettait, puis il tourna la tête vers lui, le toisa des pieds à la tête d'un air de profonde pitié et prononça « Monsieur, ce n'est guère l'habitude de prévenir les gens que l'on veut dépouiller. Arsène Lupin en particulier ne commet pas de pareilles bourdes. »
Cependant, monsieur, si j'avais le moindre doute, croyez bien que le plaisir de fourrer encore dedans ce cher Lupin l'emporterait sur toute autre considération. Par malheur, ce jeune homme est sous les verrous. S'il s'échappe, on ne s'échappe pas de la santé. Mais lui pas qu'un autre. Cependant, eh bien, s'il s'échappe, tant mieux, je le repincerai. En attendant, dormez sur vos deux oreilles et n'effarouchez pas davantage cette ablette. La conversation était finie. Le baron retourna chez lui, un peu rassuré par l'insouciance de Ganimard. Il vérifia les serrures, espionna les domestiques, et 48 heures encore se passèrent, pendant lesquelles il arriva presque à se persuader que, somme toute, ses craintes étaient chimériques. Non, décidément, comme l'avait dit Ganimard, on ne prévient pas les gens que l'on veut dépouiller. La date approchait. Le matin du mardi, veille du 27, rien de particulier. Mais à 3 heures, un gamin sonna. Il apportait une dépêche. Aucun colis en gare Batignolles. Préparez tout pour demain soir. De nouveau, ce fut l'affolement, à tel point qu'il se demanda s'il ne céderait pas aux exigences d'Arsène Lupin. Il courut à Caudebec. Ganimard pêchait à la même place, assis sur un pliant. Sans un mot, il lui tendit le télégramme. « Et après » fit l'inspecteur. « Après, mais c'est pour demain. »« Quoi ? Le cambriolage, le pillage de mes collings ?» Ganimard déposa sa ligne, se tourna vers lui, et les deux bras croisés sur sa poitrine, s'écria d'un ton d'impatience. « Ah ! Ça, est-ce que vous vous imaginez que je vais m'occuper d'une histoire aussi stupide? Quelle indemnité demandez-vous pour passer au château la nuit du 27 au 28 septembre? Pas un sou, fichez-moi la paix. Fixez votre prix, je suis riche, extrêmement riche. » La brutalité de l'offre déconsta Ganimard prit plus calme. « Je suis ici en congé, et je n'ai pas le droit de me mêler. Personne ne le saura. Je m'engage, quoi qu'il arrive, à garder le silence. »« Oh, il n'arrivera rien. Eh bien, voyons, 3000 francs, et ça c'est !» L'inspecteur huma une prise de tabac, réfléchit et laissa tomber. « Soit. Seulement, je dois vous déclarer loyalement que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. »« Ça m'est égal, en ce cas. Et puis, après tout, est-ce qu'on sait avec ce diable de Lupin? Il doit avoir à ses ordres toute une bande. Êtes-vous sûr de vos domestiques? » « Ma foi, alors, ne comptons pas sur eux. Je vais prévenir par dépêche 2 gaillards de mes amis qui nous donneront plus de sécurité. Et maintenant, filez, qu'on ne nous voit pas ensemble. À demain, vers les 9 heures. » Le lendemain, date fixée par Arsène Lupin, le baron Cahorn décrocha sa panoplie, fourbit ses armes et se promena aux alentours de Malakis. Rien d'équivoque ne le frappa. Le soir, à 8h30, il congédia ses domestiques. Ils habitaient une aile en façade sur la route, mais un peu en retrait et tout au bout du château. Une fois seul, il ouvrit doucement les 4 portes. Après un moment, il entendit des pas qui s'approchaient. Ganimard présenta ses 2 auxiliaires, grands gars solides, au cou de taureau et aux mains puissantes, puis demanda certaines explications. S'étant rendu compte de la disposition des lieux, il ferma soigneusement et barricada toutes les issues par où l'on pouvait pénétrer dans les salles menacées. Il inspecta les murs, souleva les tapisseries, puis enfin il installa ses agents dans la galerie centrale. Pas de bêtises, hein? On n'est pas ici pour dormir. À la moindre alerte, ouvrez les fenêtres de la cour et appelez-moi. Attention aussi du côté de l'eau. 10 mètres de falaise droite, des diables de leur calibre, ça ne les effraie pas. Il les enferma, emporta l'esclair et dit au baron « Et maintenant, à notre poste. » Il avait choisi pour y passer la nuit une petite pièce pratiquée dans l'épaisseur des murailles d'enceinte entre les 2 portes principales et qui était jadis le réduit du veilleur. Un judas s'ouvrait sur le pont, un autre sur la cour. Dans un coin, on apercevait comme l'orifice d'un puits. « Vous m'avez bien dit, monsieur le baron, que ce puits était l'unique entrée des souterrains, et que, de mémoire d'homme, elle est bouchée? » « Oui, donc, à moins qu'il n'existe une autre issue ignorée de tous, sauf d'Arsène Lupin, ce qui semble un peu problématique, nous sommes tranquilles. » Il aligna 3 chaises, s'étendit confortablement, alluma sa pipe et soupira. « Vraiment, monsieur le baron, il faut que j'aie rudement envie d'ajouter un étage à la maisonnette où je dois finir mes jours, pour accepter une besogne aussi élémentaire. Je raconterai l'histoire à l'ami Lupin. Il se tiendra les côtes de rire. » Le baron ne riait pas. L'oreille aux écoutes, il interrogeait le silence avec une inquiétude croissante. De temps en temps, il se penchait sur le puits,
et plongeait dans le trou béant, un œil anxieux. 11 heures, minuit sonnèrent. Soudain, il saisit le bras de Ganning qui réveilla en sursaut. « Vous entendez? »« Oui, qu'est-ce que c'est? »« C'est moi qui ronfle. »« Mais non, écoutez. »« Ah, parfaitement. C'est la corne d'une automobile. »« Eh bien, il est peu probable que Lupin se serve d'une automobile comme d'un bélier pour démolir votre château. Aussi, monsieur le baron, à votre place, je dormirai, comme je vais avoir l'honneur de le faire à nouveau. Bonsoir. » Ce fut la seule alerte. Ganimard put reprendre son somme interrompu et le baron n'entendit plus que son ronflement sonore et régulier. Au petit jour, ils sortirent de leur cellule. Une grande paix sereine, la paix du matin au bord de l'eau fraîche, enveloppait le château. Cahorn radieux de joie, Ganimard toujours paisible, ils montèrent l'escalier. Aucun bruit, rien de suspect. « Que vous avais-je dit, monsieur le baron? Au fond, je n'aurais pas dû accepter. Je suis honteux. » Sur 2 chaises, courbées, les bras ballants, les 2 agents dormaient. « Tonnerre de nom d'un chien !» grogna l'inspecteur. Au même instant, le baron poussait un cri. Les tableaux, la crédence, il balbutiait, suffoquait, la main tendue vers les places vides, vers les murs dénudés où pointaient les clous, où pendaient les cordes inutiles. Le Watteau, disparu, les Rubens, enlevés, les tapisseries décrochées, les vitrines vidées de leurs bijoux, et mes candélabres Louis VII, et le chandelier du Régent, et ma Vierge du XIIe. Il courait d'un endroit à l'autre, effaré, désespéré. Il rappelait ses prix d'achat, additionnait les pertes subies, accumulait des chiffres, tout cela pêle-mêle, en mots indistincts, en phrases inachevées. Il trépignait, il se convulsait, fou de rage et de douleur. On aurait dit un homme ruiné qui n'a plus qu'à se brûler la cervelle. Si quelque chose eût pu le consoler, c'eût été de voir la stupeur de Ganimard. Contrairement au baron, l'inspecteur ne bougeait pas, lui. Il semblait pétrifié, et d'un œil vague, il examinait les choses. Les fenêtres, fermées, les serrures des portes, intactes, pas de brèche au plafond, pas de trou au plancher. L'ordre était parfait. Tout cela avait dû s'effectuer méthodiquement, d'après un plan inexorable et logique. « Arsène Lupin, murmura-t-il. Soudain, il bondit sur les 2 agents, comme si la colère enfin le secouait, et il les bouscula furieusement et les injuria. Ils ne se réveillèrent point. « Diable, fit-il, est-ce que par hasard ?» Il se pencha sur eux et tour à tour les observa avec attention. Ils dormaient, mais d'un sommeil qui n'était pas naturel. « Idothrus mort, on les a endormis. Mais qui? Eh lui, parbleu! Ou sa bande, mais dirigée par lui. C'est un coup de sa façon, la griffe y est bien. En ce cas, je suis perdu. Rien à faire. Rien à faire, mais c'est abominable, c'est monstrueux. Déposer une plainte. À quoi bon? Dame, essayez toujours. La justice a des ressources. La justice. Mais vous voyez bien par vous-même. Tenez en ce moment où vous pourriez chercher un indice, découvrir quelque chose, vous ne bougez même pas. Découvrir quelque chose avec Arsène Lupin. Mais, mon cher monsieur, Arsène Lupin ne laisse jamais rien derrière lui. Il n'y a pas de hasard avec Arsène Lupin. J'en suis à me demander si ce n'est pas volontairement qu'il s'est fait arrêter par moi en Amérique. Alors, je dois renoncer à mes tableaux, à tout. Mais ce sont les perles de ma collection qu'il m'a dérobées. Je donnerai une fortune pour les retrouver. Si on ne peut rien contre lui, qu'il dise son prix. Ganimard regarda fixement. Ça, c'est une parole sensée. Vous ne la retirez pas? Non, non, non. Mais pourquoi? Une idée que j'ai. Quelle idée? Nous en parlerons si l'enquête n'aboutit pas. Seulement, pas un mot de moi, si vous voulez que je réussisse. Il ajouta entre ses dents. Et puis vrai, je n'ai pas de quoi me vanter. Les 2 agents reprenaient peu à peu connaissance avec cet air hébété de ceux qui sortent du sommeil hypnotique. Ils ouvraient des yeux étonnés, ils cherchaient à comprendre. Quand Ganimard les interrogea, ils ne se souvenaient de rien. Cependant, vous avez dû voir quelqu'un? Non. Rappelez-vous? Non, non. Et vous n'avez pas bu? Ils réfléchirent et l'un d'eux répondit « Si, moi j'ai bu un peu d'eau. »« De l'eau de cette carafe? »« Oui. »« Moi aussi, » déclara le second. Ganimard la sentit, la goûta. Ezra n'avait aucun goût spécial, aucune ordre. « Allons, fit-il, nous perdons notre temps. Ce n'est pas en 5 minutes que l'on résout les problèmes posés par Arsène Lupin. Mais morbleu, je jure bien que je le repincerai. Il gagne la seconde manche. À moi la belle. » Le jour même, une plainte en vol qualifié était déposée par le baron de Cahorn contre Arsène Lupin, détenu à la Santé.
Cette plainte, le baron la regretta souvent quand il vit le mal acquis livré aux gendarmes, aux procureurs, aux juges d'instruction, aux journalistes, à tous les curieux qui s'insinuent partout où ils ne devraient pas être. L'affaire passionnait déjà l'opinion. Elle se produisait dans des conditions si particulières, le nom d'Arsène Lupin excitait à tel point les imaginations que les histoires les plus fantaisistes remplissaient les colonnes des journaux et trouvaient créance auprès du public. Mais la lettre initiale d'Arsène Lupin, que publia l'Écho de France, et nul ne sut jamais qui en avait communiqué le texte, cette lettre où le baron Cahorn était effrontément prévenu de ce qui le menaçait, causa une émotion considérable. Aussitôt des explications fabuleuses furent proposées. On rappela l'existence des fameux souterrains, et le parquet influencé poussa ses recherches dans ce sens. On fouilla le château du haut en bas, on questionna chacune des pierres, on étudia les boiseries et les cheminées, les cadres des glaces et les poutres des plafonds. À la lueur des torches, on examina les caves immenses où les seigneurs du Malakis entassaient jadis leurs munitions et leurs provisions. On sonda les entrailles du rocher. Ce fut vainement. On ne découvrit pas le moindre vestige de souterrain. Il n'existait point de passage secret. Soit, répondait-on de tous côtés, mais des meubles et des tableaux ne s'évanouissent pas comme des fantômes. Cela s'en va par des portes et par des fenêtres, et les gens qui s'en emparent s'introduisent et s'en vont également par des portes et des fenêtres. Quels sont ces gens? Comment se sont-ils introduits? Et comment s'en sont-ils allés? Le parquet de Rouen, convaincu de son impuissance, sollicita le secours d'agents parisiens. M. Dudouis, le chef de la sûreté, envoya ses meilleurs limiers de la brigade de fer. Lui-même fit un séjour de 48 heures au Malaquis. Il ne réussit pas davantage. C'est alors qu'il manda l'inspecteur principal Ganimard, dont il avait eu si souvent l'occasion d'apprécier les services. Ganimard écouta silencieusement les instructions de son supérieur, puis, hochant la tête, il prononça « Je crois que l'on fait fausse route en s'obstinant à fouiller le château. La solution est ailleurs. » « Et où donc? Auprès d'Arsène Lupin. »« Auprès d'Arsène Lupin. Supposez cela, Tain Metson. Je l'admets, bien plus, je la considère comme certaine. Voyons, Ganimard, c'est absurde. Arsène Lupin est en prison. Arsène Lupin est en prison, soit. Il est surveillé, je vous l'accorde. Mais il aurait les fers aux pieds, des cordes aux poignets et un bâillon sur la bouche, que je ne changerai pas d'avis. Et pourquoi cette obstination? Parce que seul Arsène Lupin est de taille à combiner une machine de cette envergure, et de la combiner de telle façon qu'elle réussisse, comme elle a réussi. Des mots, Ganimard, qui sont des réalités. Mais voilà qu'on ne cherche pas de souterrain, de pierres tournant sur un pivot et autres balivernes de ce calibre. Notre individu n'emploie pas des procédés aussi vieux jeu, il est d'aujourd'hui, ou plutôt de demain. Et vous concluez? Je conclus en vous demandant nettement l'autorisation de passer une heure avec lui. Dans sa cellule? Oui. Au retour d'Amérique, nous avons entretenu pendant la traversée d'excellents rapports, et j'ose dire qu'il a quelque sympathie pour celui qui a su l'arrêter. S'il peut me renseigner sans se compromettre, il n'hésitera pas à m'éviter un voyage inutile. Il était un peu plus de midi lorsque Ganimard fut introduit dans la cellule d'Arsène Lupin. Celui-ci, étendu sur son lit, leva la tête et poussa un cri de joie. « Ah ça, c'est une vraie surprise, ce cher Ganimard ici. Lui-même, je désirais bien des choses dans la retraite que j'ai choisie, mais aucune plus passionnément que de vous y recevoir. Trop aimable, mais non, je professe pour vous la plus vive estime. J'en suis fier, je l'ai toujours prétendu. Ganimard est notre meilleur détective. Il vaut presque, vous voyez comme je suis franc, il vaut presque Sherlock Holmes. Mais en vérité, je suis désolé de n'avoir à vous offrir que cet escabeau. Et pas un rafraîchissement, pas un verre de bière. Excusez-moi, je suis là de passage. » Ganimard s'assit en souriant, et le prisonnier reprit, heureux de parler. « Mon Dieu, que je suis content de reposer mes yeux sur la figure d'un honnête homme. J'en ai assez de toutes ces faces d'espions et de mouchards qui passent 10 fois par jour la revue de mes poches et de ma modeste cellule pour s'assurer que je ne prépare pas une évasion. Fichtre, ce que le gouvernement tient à moi. Il a raison, mais non, je serais si heureux qu'on me laissât vivre dans mon petit coin. Nous les rendre d'autres. N'est-ce pas? Ce serait si simple, mais je bavarde,
je dis des bêtises, et vous êtes peut-être pressé. Allons au fait, Ganimard. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'une visite? L'affaire Cahorn, déclara Ganimard sans détour. Halte là une seconde. C'est que j'en ai tant d'affaires que je trouve d'abord dans mon cerveau le dossier de l'affaire Cahorn. Ah voilà, j'y suis. Affaire Cahorn, château du Malakis, Seine inférieure. 2 Ruben, un Watteau et quelques menus objets. Menus, oh ma foi, tout cela est de médiocre importance. Il y a mieux, mais il suffit que l'affaire vous intéresse. Parlez donc, Ganimard. Dois-je vous expliquer où nous en sommes de l'instruction? Inutile. J'ai lu les journaux de ce matin. Je me permettrai même de vous dire que vous n'avancez pas vite. C'est précisément la raison pour laquelle je m'adresse à votre obligeance. Entièrement à vos ordres. Tout d'abord ceci, l'affaire a bien été conduite par vous, depuis A jusqu'à Z. La lettre d'avis, le télégramme, sont de votre serviteur. Je dois même en avoir quelque part les récépissés. Arsène ouvrit le tiroir d'une petite table en bois blanc qui composait avec le lit et l'escabeau tout le mobilier de sa cellule. Il prit 2 chiffons de papier et les tendit à Ganimard. « Ah, Samet !» s'écria celui-ci, « je vous croyais gardé à vue et fouillé pour un oui ou pour un non. Or, vous lisez les journaux, vous collectionnez les reçus de la poste. Bah, ces gens-là sont si bêtes. Ils décousent la doublure de ma veste, ils explorent les semelles de mes bottines, ils auscultent les murs de cette pièce. Mais pas un n'aurait l'idée qu'Arsène Lupin soit assez niais pour choisir une cachette aussi facile. C'est bien là-dessus que j'ai compté. Ganimard, amusé, quel drôle de garçon vous faites. Vous me déconcertez. Allons, racontez-moi l'aventure. Oh, oh, comme vous y allez, vous initiez à tous mes secrets, vous dévoilez mes petits trucs, c'est bien grave. Ai-je eu tort de compter sur votre complaisance? Non, Ganimard, et puisque vous insistez, Arsène Lupin arpenta 2 ou 3 fois sa chambre, puis s'arrêtant. Que pensez-vous de ma lettre au baron? Pense que vous avez voulu vous divertir, épater un peu la galerie. Ah, voilà, épater la galerie. Eh bien, je vous assure, Ganimard, que je vous croyais plus fort. Est-ce que je m'attarde à ces puérilités, moi, Arsène Lupin? Est-ce que j'aurais écrit cette lettre si j'avais pu dévaliser le baron sans lui écrire? Mais comprenez donc, vous et les autres, que cette lettre est le point de départ indispensable, le ressort qui a mis toute la machine en branle. Voyons, procédons par ordre et préparons ensemble, si vous voulez, le cambriolage du Malakis. Je vous écoute donc. Supposons un château rigoureusement fermé, barricadé, comme l'était celui du baron Cahorn. Vais-je abandonner la partie et renoncer à des trésors que je convoite, sous prétexte que le château qui les contient est inaccessible? Évidemment non. Vais-je tenter l'assaut comme autrefois, à la tête d'une troupe d'aventuriers? Enfantin, vais-je m'y introduire sournoisement? Impossible. Reste un moyen, l'unique à mon avis, c'est de me faire inviter par le propriétaire du dit château. Moyen original. Et combien facile. Supposons qu'un jour, le dit propriétaire reçoive une lettre l'avertissant de ce que trame contre lui un nommé Arsène Lupin, cambrioleur réputé. Que fera-t-il? Il enverra le procureur, qui se moquera de lui, puisque le dit Lupin est actuellement sous les verrous. Donc, affolement du bonhomme, lequel est tout prêt à demander secours au premier venu, n'est-il pas vrai? Et s'il lui arrive de lire dans une feuille de chou qu'un policier célèbre est en villégiature dans la localité voisine, il ira s'adresser à ce policier, vous l'avez dit. Mais d'autre part, admettons qu'en prévision de cette démarche inévitable, Arsène Lupin ait prié l'un de ses amis les plus habiles de s'installer à Caudebec, d'entrer en relation avec un rédacteur du Réveil, journal auquel est abonné le baron, de laisser entendre qu'il est un tel, le policier célèbre. Qu'adviendra-t-il? Que le rédacteur annoncera dans le Réveil la présence à Caudebec du dit policier. Parfait, et de 2 choses l'une. Ou bien le poisson, je veux dire Cahorn, ne mord pas à l'hameçon, et alors rien ne se passe. Ou bien, et c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, il accourt, tout frétillant. Et voilà donc mon Cahorn implorant contre moi l'assistance de l'un de mes amis. De plus en plus original. Bien entendu, le pseudo-policier refuse d'abord son concours. Là-dessus, dépêche d'Arsène Lupin. Épouvante du baron qui supplie de nouveau mon ami et lui offre tant pour veiller à son salut. Le dit ami accepte, amène 2 gaillards de notre bande qui, la nuit, pendant que Cahorn est gardé à vue par son protecteur,
déménage par la fenêtre un certain nombre d'objets et les laisse glisser à l'aide de cordes dans une bonne petite chaloupe affrétée ad hoc. C'est simple comme Lupin. Et c'est tout bêtement merveilleux, s'écria Ganimard, et je ne saurais trop louer la hardiesse de la conception et l'ingéniosité des détails. Mais je ne vois guère de policier assez illustre pour que son nom ait pu attirer, suggestionner le baron à ce point. Il y en a un, et il n'y en a qu'un. Quel? Celui du plus illustre, de l'ennemi personnel d'Arsène Lupin, bref, de l'inspecteur Ganimard. Moi, vous-même, Ganimard. Et voilà ce qu'il y a de délicieux. Si vous allez là-bas et que le baron se décide à causer, vous finirez par découvrir que votre devoir est de vous arrêter vous-même, comme vous m'avez arrêté en Amérique. Hein? La revanche est comique. Je fais arrêter Ganimard par Ganimard. Arsène Lupin riait de bon cœur. L'inspecteur, assez vexé, se mordait les lèvres. La plaisanterie ne lui semblait pas mériter de tels accès de joie. L'arrivée d'un gardien lui donna le loisir de se remettre. L'homme apportait le repas qu'Arsène Lupin, par faveur spéciale, faisait venir du restaurant voisin. Ayant déposé le plateau sur la table, il se retira. Arsène s'installa, rompit son pain, en mangea 2 ou 3 bouchées, et reprit. « Mais soyez tranquille, mon cher Ganimard, vous n'irez pas là-bas. Je vais vous révéler une chose qui vous stupéfiera. L'affaire Cahorn est sur le point d'être classée. » Hein, sur le point d'être classée, vous dis-je. Allons donc, je quitte à l'instant le chef de la sûreté. Et après? Est-ce que M. Dudouis en sait plus long que moi sur ce qui me concerne? Vous apprendrez que Ganimard, excusez-moi, que le pseudo-Ganimard est resté en fort bons termes avec le baron. Celui-ci, et c'est la raison principale pour laquelle il n'a rien avoué, l'a chargé de la très délicate mission de négocier avec moi une transaction, et à l'heure présente, moyennant une certaine somme, il est probable que le baron est rentré en possession de ses chers bibelots. En retour de quoi, il retirera sa plainte, donc plus de vol. Donc, il faudra bien que le parquet abandonne. Ganimard considéra le détenu d'un air stupéfait. « Et comment savez-vous tout cela? Je viens de recevoir la dépêche que j'attendais. »« Vous venez de recevoir une dépêche? » ?»« À l'instant, cher ami. Par politesse, je n'ai pas voulu la lire en votre présence. Mais si vous m'y autorisez, vous vous moquez de moi, ouais? Veuillez, mon cher ami, décapiter doucement cet œuf à la coque. Vous constaterez par vous-même que je ne me moque pas de vous. » Machinalement, Ganimard obéit et cassa l'œuf avec la lame d'un couteau. Un cri de surprise lui échappa. La coque, vide, contenait une feuille de papier bleu. Sur la prière d'Arsène, il la déplia. C'était un télégramme, ou plutôt une partie de télégramme auquel on avait arraché les indications de la poste. Il lut « Accord conclu, 100 000 balles livrées, tout va bien. »« 100 000 balles, fit-il. Oui, 100 000 francs. C'est peu, mais enfin les temps sont durs. Et j'ai des frais généraux si lourds, si vous connaissiez mon budget, un budget de grande ville. » Ganimard se leva. Sa mauvaise humeur s'était dissipée. Il réfléchit quelques secondes, embrassa d'un coup d'œil toute l'affaire pour tâcher d'en découvrir le point faible. Puis il prononça d'un ton où il laissait franchement percer son admiration de connaisseur. « Par bonheur, il n'en existe pas des douzaines comme vous, sans quoi il n'y aurait plus qu'à fermer boutique. » Arsène Lupin prit un petit air modeste et répondit « Bah, il fallait bien se distraire, occuper ses loisirs, d'autant que le coup ne pouvait réussir que si j'étais en prison. »« Comment » s'exclama Ganimard. « Votre procès, votre défense, l'instruction, tout ça ne vous suffit donc pas pour vous distraire. »« Non, Kerkezut n'est pas mon procès. »« Oh, Arsène Lupin, répéta posément, je n'assisterai pas à mon procès. »« En vérité, ah ça, mon cher, vous imaginez-vous que je vais pourrir sur la paille humide? Vous m'outragez. Arsène Lupin ne reste en prison que le temps qu'il lui plaît, et pas une minute de plus. Il eût peut-être été plus prudent de commencer par ne pas y entrer, objecta l'inspecteur d'un ton ironique. Ah, monsieur Raille, monsieur se souvient qu'il a eu l'honneur de procéder à mon arrestation? Sachez, mon respectable ami, que personne, pas plus vous qu'un autre, n'eût pu mettre la main sur moi si un intérêt beaucoup plus considérable ne m'avait sollicité à ce moment critique. Vous m'étonnez. Une femme me regardait, Ganimard, et je l'aimais. Comprenez-vous tout ce qu'il y a dans ce fait d'être regardé par une femme que l'on aime? Le reste m'importait peu, je vous jure, et c'est pourquoi je suis ici. Depuis bien longtemps, permettez-moi de le remarquer, je voulais oublier d'abord.
Ne riez pas, l'aventure avait été charmante et j'en ai gardé encore le souvenir attendri. Et puis je suis quelque peu neurasthénique. La vie est si fiévreuse de nos jours. Il faut savoir à certains moments faire ce que l'on appelle une cure d'isolement. Cet endroit est souverain pour les régimes de ce genre. On y pratique la cure de santé dans toute sa rigueur. Arsène Lupin, observa Ganimard, vous vous payez ma tête. Ganimard, affirma Lupin, nous sommes aujourd'hui vendredi. Mercredi prochain, j'irai fumer mon cigare chez vous, rue Pergolèse, à 4 heures de l'après-midi. Arsène Lupin, je vous attends. Ils se serrèrent la main comme deux bons amis qui s'estiment à leur juste valeur, et le vieux policier se dirigea vers la porte. Ganimard, celui-ci, sir. Qu'y a-t-il? Ganimard, vous oubliez votre montre. Ma montre? Oui, elle s'est égarée dans ma poche. Il la rendit en s'excusant. Pardonne-moi. Une mauvaise habitude. Mais ce n'est pas une raison parce qu'ils m'ont pris la mienne pour que je vous prive de la vôtre. D'autant que j'ai là un chronomètre dont je n'ai pas à me plaindre, et qui satisfait pleinement à mes besoins. Il sortit du tiroir une large montre en or, épaisse et confortable, ornée d'une lourde chaîne. « Et celle-ci, de quelle poche vient-elle » demanda Ganimard. Arsène Lupin examina négligent sa initiale. « Jbé, qui diable cela peut-il bien être ?»« Ah oui, je me souviens, Jules Bouvier, mon juge d'instruction, un homme charmant.